Dans la tourmente tumultueuse de la Révolution française, le parcours d'une femme émerge, celui de la princesse de Lamballe. Imaginez jouir d'une existence, d'une richesse et d'un pouvoir incroyable pour finir avec votre tête exposée sur une pique. Quel mystère cette noble a-t-elle caché et pourquoi a-t-elle connu une fin si atroce, plus inquiétante encore? Quelles horreurs effroyables lui sont arrivées avant cette dernière épreuve? Dans les recoins obscurs de l'histoire, nous dénichons des récits qui nous glacent le sang. Toutes les réponses vous attendent dans cette vidéo, alors préparez-vous. Ce sera un voyage sombre. Lorsque l'on aborde l'histoire de la Révolution française, il est impératif de vous donner un énorme avertissement, car ce récit n'est certainement pas réjouissant. Voici l'histoire de la princesse de Lamballe. Mais la sienne dépasse largement le simple meurtre. La princesse de Lamballe était une grande favorite de la reine Marie-Antoinette, une position qui est devenue périlleuse avec le déclenchement de la Révolution française. Marie-Thérèse Louise de Savoie, mieux connue sous le nom de princesse de Lamballe, est née le 8 septembre 1749, fille de Louis-Victor de Savoie, prince de Carignano, et de la princesse Christine de Hesse-Rotenbourg. Le 17 janvier 1767, Marie-Thérèse épousa le prince de Lamballe lors d'une cérémonie par procuration. Ce dernier était le fils du duc de Penthièvre, lui-même petit-fils du roi Louis XIV de France et de sa maîtresse, Madame de Montespan. Le 5 février 1767, la nouvelle princesse de Lamballe fut présentée à la cour au roi Louis XV par la tante de son époux, Maria Fortunata d'Este, la comtesse de la Marche. Bien qu'elle ait d'abord été épanouie dans son mariage, son mari retrouva rapidement ses habitudes dissolues. Un peu plus d'1 an après leur union, le prince chuta de son cheval, alors que sa santé était déjà compromise. Sa santé se détériora et il fut diagnostiqué avec la syphilis. Le 6 mai 1768, il succomba après une lutte douloureuse. La jeune veuve de 18 ans se retira à l'abbaye bénédictine de Saint-Antoine pour se remettre du choc. À peine 2 ans plus tard, Marie-Thérèse assista au mariage de Marie-Antoinette d'Autriche et de Louis-Auguste, le dauphin de France. Elle fut formellement présentée à celle-ci plus tard dans la journée. Et malgré un écart d'âge de 6 ans, elles devinrent rapidement de proches amies. Elle entra au service de la cour, et lorsque Marie-Antoinette devint reine, en 1774, elle fut nommée surintendante de la maison de la reine. Elle perdit une partie de son influence lorsque la duchesse de Polignac réussit à gagner la faveur de la reine. Contrairement à l'image habituelle de Lamballe, comme une belle mais naïve et fade, la princesse était à la fois intelligente et cultivée. Elle était la grande maîtresse de toutes les loges maçonniques féminines françaises, considérant la franc-maçonnerie comme un moyen de bâtir un monde meilleur, tout comme de nombreux de ses contemporains. Ses opinions politiques libérales étaient l'une des raisons, selon le chercheur Bernard Fay, pour lesquelles le roi Louis XVI incita sa femme à se rapprocher des Polignac et à s'éloigner de Lamballe et de son salon orléaniste. Madame de Lamballe comprit avant la fin que les politiques utopiques visant à établir un paradis terrestre mènent inévitablement au chaos social. Marie-Antoinette nomma Madame de Lamballe, reconnue pour sa vertu et sa bonté, surintendante de sa maison, une décision controversée à l'époque, car d'autres courtisans considéraient que ce poste leur appartenait. Les 2 femmes devinrent de proches amies. La reine cherchait toujours à retrouver le foyer qu'elle avait quitté en Autriche, où elle était inséparable de sa sœur aînée, Maria Carolina, qui veillait beaucoup sur elle.
Madame de Lamballe et Madame de Polignac avaient toutes deux à peu près le même âge que Carolina. Cependant, Lamballe était un peu trop intellectuelle pour Antoinette, et ainsi, la reine, avec l'approbation de Louis, finit par se rapprocher des Polignac. Elle resta toujours amie avec Lamballe. Néanmoins, Marie-Thérèse obtint des postes pour ses frères à la cour. À mesure que la haine envers la monarchie grandissait, la duchesse de Polignac et la princesse de Lamballe devinrent la cible de pamphlets, les accusant d'avoir des relations lesbiennes avec la reine. Dans l'un d'eux, Marie-Antoinette confia à la princesse de Lamballe: « Si les hommes nous abandonnaient un jour, nous ne pourrions pas nous en plaindre car nous savons nous en passer. » Lorsque la Bastille fut assiégée en 1789, Marie-Thérèse voyageait en Suisse. À son retour à Paris, elle découvrit que la famille royale avait été transférée au palais des Tuileries, où elle était sous surveillance. Ils tentèrent de continuer à vivre selon leurs habitudes, mais les gardes restaient toujours vigilants. Marie-Thérèse quitta la cour pour s'occuper de son beau-père en août 1789, mais elle revint à la cour après la marche des femmes sur Versailles en octobre. Marie-Thérèse n'avait pas été prévenue à l'avance que la famille royale avait l'intention de fuir en juin 1791. Il s'était dit au revoir la veille, et Marie-Thérèse se retira à Passy, où elle reçut une note le lendemain matin. Il était écrit que la famille fuyait la France et qu'elle souhaitait la rencontrer à Montmédy. Marie-Thérèse informa son personnel que son beau-père était de nouveau tombé malade et se mit en route. Cependant, lorsque Marie-Thérèse atteignit Montmédy, la famille royale ne l'avait pas fait. Elle envoya une note à Marie-Antoinette dans laquelle elle écrivait: « J'attends l'ordre de votre majesté et je retournerai rapidement à Paris pour participer à votre captivité. » Marie-Antoinette lui répondit: « Reste, mon ami, où tu es. » Elle se rendit finalement à Aix-la-Chapelle et resta en contact avec Marie-Antoinette, qui ne cessait de lui dire de ne pas revenir. En octobre 1791, Marie-Thérèse fut officiellement sollicitée pour reprendre son service, bien que cela contredit les lettres privées envoyées par Marie-Antoinette. Consciente du danger dans lequel elle se trouvait, Marie-Thérèse retourna en France en déclarant: « La reine a besoin de moi. Je dois vivre et mourir près d'elle. » Le 12 novembre 1791, elle fut admise en présence du roi et de la reine, et la vie reprit aux Tuileries. À ce moment-là, de nombreuses autres personnes au service avaient quitté, y compris la duchesse de Polignac. Le 10 août 1792, la famille fut contrainte de demander asile à l'Assemblée législative, qui décida qu'un lieu plus sécurisé était nécessaire. Le 13 août 1792, la famille fut envoyée au Temple, une ancienne fortification servant de prison, où elle pouvait être mieux surveillée. L'ensemble était constitué de 2 bâtiments, un palais et une tour, divisés en 2 sections, la grande tour et la petite tour. Le 19 août, la princesse de Lamballe fut emmenée du Temple pour être interrogée. Marie-Antoinette suppliqua de garder la princesse de Lamballe avec elle, affirmant qu'elle était une parente royale. Cela ne changea rien, et la princesse de Lamballe fut envoyée à la prison de la Force. La fille de Marie-Antoinette se souvint plus tard: « C'est avec difficulté que ma mère put se détacher des bras de la princesse de Lamballe. » Jacques-Nicolas Billaud-Varenne interrogea Marie-Thérèse, ainsi que la gouvernante du Dauphin, la marquise de Tourzel, et sa fille Pauline, toutes 3 ayant été retirées du Temple simultanément. La marquise écrivit plus tard: «
Elle développa une grande amitié pour Pauline et nous disait chaque jour des choses les plus aimables, exprimant le bonheur qu'elle éprouvait de nous avoir avec elle. Cependant, contrairement à la marquise de Tourzel et à Pauline, la princesse ne fut pas sauvée. À 6 heures du matin, le 3 septembre 1792, des geôliers entrèrent dans la cellule et demandèrent leurs identités. Ils partirent aussi rapidement qu'ils étaient venus, et Marie-Thérèse et la marquise commencèrent à prier à voix haute. Dehors, une foule en colère s'était rassemblée. 5 heures plus tard, les 2 femmes furent conduites de leur cellule dans la cour. La marquise écrivit « Nous nous sommes serrés les mains. Je peux affirmer avec certitude qu'elle faisait preuve d'un grand courage et d'une présence d'esprit, répondant à toutes les questions posées par les démons qui nous rejoignaient uniquement pour contempler leurs victimes avant de les tuer. Lorsque les massacres de septembre éclatèrent, tuant des milliers de personnes et inondant les rues de sang, Madame de Lamballe fut pressée de renoncer à son allégeance au roi et à la reine. Elle refusa et fut remise à la foule. Elle fut frappée à mort et poignardée, et selon d'autres versions, molestée et démembrée. Son corps sans vie fut dénudé, et sa tête fut tranchée et placée sur une pique. Elle fut probablement décapitée, et le valet de Louis XVI, Annette Cléry, décrivit également comment la foule porta sa tête sur une perche jusqu'à la prison du Temple pour que la reine puisse l'embrasser. De tels excès devinrent caractéristiques de la Révolution française, attisés par une propagande qui exploitait les craintes de beaucoup. La princesse de Lamballe était quelque peu égarée, mais finalement héroïque et fidèle, et la mort atroce à laquelle elle fut soumise illustre non seulement la misogynie du nouvel ordre, mais aussi une haine de tout ce qui était beau et bon. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo informative, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à vous abonner à la chaîne. Merci de votre visionnage et à la prochaine fois.